Du soutien pour le candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Edi Komboigo, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès vient d'être adoubé par l'ARDI, l'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration. Les militants l'ont désigné à l'issue d'un congrès tenu ce 19 septembre à Ouagadougou. À Dori, dans le Sahel, c'est parti pour le dialogue national inclusif. Les forces vives de la nation sont amenées à dégager une nouvelle feuille de route pour apporter la riposte à la crise sécuritaire et humanitaire. Dans ce 9h30, gros plan sur les fonds miniers au Burkina Faso, 4 fonds pour mieux redistribuer les richesses issues de l'exploitation minière. 5 ans après, où en est-on avec leur mise en œuvre? La réponse dans un instant. Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 19h30 sur la route du palais présidentiel de Kosiam. Un autre renfort pour Edi Komboigo, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, a été investi ce samedi par l'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration. Pour l'ARDI, Edi Komboigo incarne le pont générationnel sur la scène politique burkinabé. Ambiance avec Arsène Konitamde. L'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration mise sur le candidat Edi Komboigo pour la présidentielle du 22 novembre. L'ARDI voulait un candidat qui soit un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et pour lui, personne ne correspond mieux à ce profil que le président du CDP. Le choix a été fait après avoir observé et analysé les gestes et les discours de tous les candidats déclarés. L'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration a porté son choix sur le candidat Edi Komboigo. Un homme qui est capable de réconcilier l'ancien et le nouveau en ouvrant des perspectives meilleures. Un homme qui a intérêt avec la réconciliation nationale. Pour les législatives, le parti de l'Or Bleu compte aller en solitaire à la recherche de l'électorat. Il présentera ses propres listes en espérant gagner quelques sièges à l'hémicycle. Pour y parvenir, l'Alliance souhaite s'appuyer sur le monde rural. Vous êtes les grands électeurs de ce pays et vos voix ont toujours accompagné, mais rarement vos préoccupations ne sont prises en compte. Désormais, vous avez un parti politique qui accepte de vous positionner tête de liste, sans oublier la possibilité, bien entendu, des candidatures indépendantes. L'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration dit vouloir accorder 40% des têtes de liste aux jeunes issus du milieu rural. Le président demande à tous ses militants de se tenir prêts en attendant l'ouverture officielle de la campagne. Présenter les lois dites emblématiques des 5 dernières années à l'Assemblée nationale burkinabé, faire connaître et apprécier les idées et avant-propositions de loi issues des travaux des experts qui ont réfléchi et élaboré l'avant-proposition de loi sur les problématiques d'intérêt national. Voilà qui réunit du beau monde à Bobo Dioulasso. L'Assemblée nationale y tient un séminaire national sur la production législative de la 7e législature. Surtout Justin Dabiré. 7e législature, production législative, c'est sous ce thème que se tient ce séminaire national sur la production législative de la 7e législature. Ce séminaire national a pour objectif, selon le président de l'Assemblée nationale, de proposer les lois dites emblématiques des 5 dernières années, de faire connaître et apprécier les idées avant proposition des lois issues des travaux des experts qui ont réfléchi et élaboré l'avant-projet de loi sur les problématiques d'intérêt national. Plusieurs thèmes seront également abordés au cours de ce séminaire national. La problématique de l'emploi des nationaux dans le secteur minier, notamment les difficultés de recouvrement des droits sociaux des travailleurs en cas de rupture de contrat dans un contexte dominé par le recours aux agences de placement. L'inadéquation entre les impératifs de développement de notre pays, qui nécessitent notamment plus d'heures au travail, et le nombre de jours fériés et chômés. Reconnaissons, le Burkina Faso est un pays de braves, de travailleurs, mais nous aimons aussi les jours chômés, les jours fériés. Plusieurs acteurs prennent part à ce séminaire national qui est une première dans l'histoire du Parlement burkinabé, selon le président de l'Assemblée nationale. Durant 3 jours, les représentants du gouvernement, des universités, de la société civile, des organisations syndicales
du patronat, des associations professionnelles, des partenaires techniques et financiers et les députés alimenteront la réflexion sur la contribution de la 7e législature au corpus législatif en vue de l'épanouissement de notre peuple. Ce séminaire est une belle occasion choisie par le président de l'Assemblée nationale pour rendre un vibrant hommage à ses aînés et prédécesseurs à l'Assemblée nationale. Plusieurs d'entre eux étaient présents à cette cérémonie d'ouverture du séminaire national sur la production législative de la 7e législature. C'est un plaisir vraiment pour l'Assemblée, c'est un honneur pour l'Assemblée nationale, pour cette 7e législature, de recevoir en tout cas tous ces anciens présidents qui sont venus communier avec nous. Vous voyez, comme on le dit, c'est des anciens présidents, c'est vrai, mais chacun a son opinion politique, mais ils sont venus lorsqu'il s'agit de la République, lorsqu'il s'agit de la construction de notre cher Faso. Ils sont tous là pour témoigner au peuple burkinabé que lorsqu'il s'agit de construire notre nation, ils seront là. Ils sont là et ils seront là. Il suffit de les solliciter. Les conclusions de ce séminaire national sur la production législative de la 7e législature, qui va durer 3 jours, sont attendues en principe pour ce samedi 19 septembre 2020. Le Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, poursuit sa tournée de dialogue et de sensibilisation auprès des forces vives. Ce 18 septembre, une délégation de l'institution était dans les locaux du Conseil national du patronat burkinabé. Objectif, recueillir les préoccupations et suggestions de l'organisation. Arsène Konitamde. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, à la rencontre du patronat burkinabé, Léandre Bassolé et ses collaborateurs viennent faire connaître les missions de l'institution à la fêtière des employeurs. Le Haut Conseil s'attend également à des échanges qui puissent l'aider à atteindre son objectif principal, qui est de parvenir à la réconciliation nationale. Nous sommes venus rencontrer les patronats ce matin pour expliquer ce que nous attendons d'eux, leur contribution pour nous encourager et nous aider à parcourir ce long chemin qui doit aboutir à quelque chose de très positif, à savoir la réconciliation de tous les Burkinabés pour le bonheur du Burkina Faso. Donc ils ont été très réceptifs à notre message et nous les remercions sincèrement. La démarche est bien accueillie par le syndicat des patrons qui se réjouit de recevoir l'institution dans ses locaux. L'initiative participe à la création d'un écosystème favorable au développement des affaires. On peut apprécier très positivement parce que c'est une démarche qui procède aujourd'hui de la recherche de solutions et qui va également dans le sens de la création d'une entente cordiale et conviviale, toutes choses aujourd'hui qui sont recherchées dans le domaine des opportunités d'affaires. Il n'y a pas de business aujourd'hui si les gens ne parlent pas le même langage, s'ils ne vont pas dans la même direction, s'il y a trop de division. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée par le Hachkroun. Avant le patronat, l'institution avait déjà rencontré les syndicats, les chefs coutumiers, les organisations de la société civile et les partis politiques. On parle également de réconciliation et de cohésion à Dori, dans le Sahel. Le dialogue national inclusif est en marche. Il a été lancé hier par la ministre en charge de la cohésion sociale. Une initiative censée apporter une solution à la crise sécuritaire et humanitaire à travers une feuille de route. Seno, Oudalan, Yaga, les personnes ressources de ces localités prennent part à ce dialogue national inclusif. Aziz Saré. En dépit du courage dont ils font montre, les forces de défense et de sécurité peinent encore à faire face au terrorisme. Presque chaque jour, des personnes sont tuées, des villages incendiés et le nombre de déplacés ne cesse d'accroître. Le gouvernement, en plus de la réponse militaire et économique, veut aussi miser sur la promotion du vivre ensemble. L'initiative de ce cadre d'échange sur la paix et la cohésion sociale s'inscrit dans ce sens. Pour la ministre en charge de la cohésion sociale, il est plus que jamais nécessaire que les Burkinabés se rencontrent pour réfléchir sur les voies et moyens à entreprendre afin de venir à bout de l'hydre terroriste. Ce dialogue inclusif permettra non seulement de rassembler et d'écouter les représentants des diverses communautés au niveau provincial et régional sur les causes profondes de la crise et les solutions durables par eux proposées pour y faire face. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que les conclusions de ces concertations seront exploitées avec beaucoup d'attention et de célérité compte tenu de la complexité du phénomène terroriste et de l'urgence de la situation.
Cette rencontre marque le lancement des concertations provinciales du dialogue inclusif dans la région du Sahel sur la paix et la cohésion sociale. C'est la province du Yaga qui a été choisie pour l'ouverture, puis suivront les provinces de l'Oudalan et du Séno. Pour la réussite de cette activité, le gouvernement pourra compter sur le soutien du Centre pour le dialogue humanitaire. Et nos pays, tous les pays du Sahel aujourd'hui sont en proie à des urgences économiques, sociales et surtout sécuritaires, conjuguées aux effets du changement climatique, la forte densité démographique et surtout l'instabilité géopolitique au niveau sous-régional. De ce fait, le Burkina Faso, qui a un espace de frontières immatérielles multiples, ne peut rester en marge de cette situation. Donc nous préconisons vraiment à accompagner l'État du Burkina Faso dans cette perspective pour qu'il y ait le retour vraiment d'une paix effective et puis que la cohésion sociale soit de mise. Ces rencontres provinciales seront couronnées par un forum régional inclusif sur la paix et la cohésion sociale. Le gouvernement promet s'appuyer sur les solutions endogènes qui seront proposées à ce forum pour conduire un processus en faveur de la paix et du retour de l'administration dans la région du Sahel. Coutumiers et religieux ensemble contre le mariage des enfants dans la Boucle du Moun. Réunis dans le cadre d'un forum à Dédougou, ils ont mené la réflexion sur leurs responsabilités dans la lutte contre le phénomène. Luc Pabelgem. Coutumiers et religieux ne veulent plus que des enfants soient mariés dans la région de la Boucle du Moun sur la base de traditions ou sur la base de mauvaises interprétations des religions. L'URCB, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement, a mené un plaidoyer dans ce sens auprès des chefs de canton de la Boucle du Moun afin que ceux-ci s'engagent dans la lutte contre le mariage des enfants. Il s'agit de réunir en fait les Massa, les chefs de canton, ils sont au nombre de 42 et qui vont réfléchir effectivement sur cette problématique afin de prendre des décisions pour la région, mais aussi des décisions pour tout le pays. Nous pensons que très souvent, les autorités coutumières religieuses sont accusées d'être les responsables de cette pratique du mariage d'enfants. Et je pense que c'est le lieu ici ce matin de pouvoir effectivement réunir ces hautes autorités religieuses et coutumières-là pour qu'ils puissent effectivement débattre franchement et trouver des solutions pour ce fléau qui sévit en tout cas dans le pays. Le mariage des enfants, un fléau toujours entretenu au Burkina Faso par des stéréotypes et des préjugés compromettant dangereusement l'avenir de ceux qui doivent être dans des salles de classe plutôt qu'engagés dans des vies de couple à leur âge. Les chefs coutumiers ont une contribution à faire dans la sensibilisation. Parce que, pour dire vrai, le mariage d'enfants, c'est le résultat de quelque chose qui va au-delà des compétences des chefs coutumiers. C'est un résultat de beaucoup de choses. Donc, si aujourd'hui c'est un phénomène qu'on doit combattre, c'est de concert avec les autorités administratives, les autorités politiques, que les chefs coutumiers vont apporter leur contribution. Parce que, comme nous le disons, les sources sont très nombreuses et elles remontent à très loin. Le mariage d'enfants constitue une violation grave des droits de l'enfant parce qu'il le prive de son enfance, perturbe son éducation scolaire, limite les perspectives d'avenir, tout en accroissant les risques de violence et de sévices pouvant compromettre sa santé. Je crois que ce forum, justement, s'il a été donc initié, c'est justement parce que les indicateurs en la matière ne sont pas favorables pour notre région. C'est du reste pour cette raison qu'il est bien que les chefs coutumiers se penchent sérieusement donc sur la question pour ne pas freiner le développement donc de certaines régions, parce que simplement on n'aura pas permis à des jeunes filles d'aller à l'école, on a sacrifié leur avenir en les mariant très tôt et de façon très précoce. Le mariage d'enfants est défini au Burkina Faso comme toute union qui concerne une fille ou un garçon qui n'a pas atteint l'âge légal requis, qui est de 18 ans. La place de l'enfant est à l'école, pas dans le mariage. Dans le cadre des ODD, les objectifs du développement durable, le Burkina Faso s'est engagé à rendre accessible l'éducation pour tous les enfants, sans distinction aucune. Qu'en est-il de la réalité sur le terrain? Selon la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, il y a quelques bons points, mais le chemin reste encore long. Juste un montant.
Le Burkina Faso améliore d'un point sa note relative à la mise en œuvre des 7 cibles de l'objectif de développement durable. D'une note de 13 sur 28 en 2018, l'appréciation globale est passée à 14 sur 28 en 2019. C'est ce qui ressort du rapport de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, présenté aux médias ce 18 septembre. Le document souligne des évolutions, mais aussi des insuffisances dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF 2017-2030. Les cibles qui sont en retard de réalisation sont la cible 4.2, d'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Et la seconde cible en retard de réalisation est la cible 4.6, intitulée d'ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Dans le rapport figurent aussi des cibles en constante évolution malgré la situation sécuritaire qui a occasionné la fermeture des écoles et l'insuffisance d'infrastructures scolaires dans le pays. La cible 4.3, d'ici 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable. Cible 4.5, d'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso a formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Parmi celles-ci, la révision de l'allocation des ressources financières allouées au programme d'éducation non formelle du PDSEB, ainsi que la relecture de la loi d'orientation de l'éducation. La coalition a aussi mené des analyses sur le plan financier. Les collectivités locales ont un rôle de premier plan dans l'atteinte des objectifs en matière d'éducation et de santé. Le constat est que les communes ont du mal à assumer leurs responsabilités. Le GRDS, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso, crée le cadre de dialogue. Question de mieux cerner les difficultés afin d'apporter les meilleures réponses. Majid Bakwa. L'éducation et la santé sont des services transférés aux communes dans le cadre de la décentralisation au Burkina Faso. Des services qui connaissent souvent des difficultés de fonctionnement à cause de l'insuffisance de ressources humaines, de moyens matériels et financiers. Pour lever ces goulots d'étranglement, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso, GRDS, a initié ici à Touessé, dans la province du Baséga, un cadre de dialogue entre les élus locaux et la population. Objectif, dégager les obstacles à la bonne marche de ces services en vue de trouver des solutions. Ce matin, nous avons eu à rencontrer une population mobilisée autour de son maître, et de son premier responsable, et dans le cadre du dialogue et des services transférés. Ce qui a permis au premier responsable d'échanger avec sa population pour savoir comment ces services fonctionnent, comment ces services sont gérés et pouvoir trouver des solutions aux différentes préoccupations de la population. Cette rencontre à l'allure d'une journée de redevabilité a permis au maire de présenter à l'assistant l'état des lieux des ressources transférées à la commune. Ces ressources transférées nous permettent vraiment de juguler à pas mal de problèmes. C'est vrai, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, mais nous faisons avec ce que nous avons pour permettre à l'éducation d'aller de l'avant dans notre commune, pour permettre à la population d'être plus en bonne santé. Des recommandations ont été formulées au cours de cette rencontre. Des recommandations qui serviront de plaidoyer auprès du gouvernement afin de revoir à la hausse les fonds alloués aux communes. Cette rencontre a été possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse. Elle marque le lancement d'un suivi citoyen des politiques publiques qui devra se tenir dans cette commune rurale du Burkina Faso. Une question ce soir, 5 ans après l'adoption du nouveau code minier,
Où en est-on avec la mise en œuvre des fonds miniers? 4 au total. Ils devraient permettre une meilleure redistribution des ressources de l'or et autres métaux précieux. Gros plan sur l'état des lieux, c'est le grand format signé Rémi Lambert-Nébier. 4 fonds miniers ont été institués par le Code minier de 2015 afin d'assurer un partage équitable et juste des richesses procurées par les ressources naturelles. La mise en œuvre de ces différents fonds a connu diverses réticences des sociétés minières qui les alimentent. Le Fonds minier de développement local est celui qui a été le plus combattu. Opérationnalisé en 2017, ce fonds a permis d'engranger au 30 juin 2020 plus de 51 milliards de francs CFA au profit des collectivités territoriales du Burkina Faso. Des communes minières comme Falangoutou, Gorom Gorom ou Oundé ont pu récolter des milliards de francs CFA chacune pour financer leur plan de développement. Nous voulons investir dans les domaines sociaux de base et prioritaires, santé, éducation, eau et assainissement. Et si nous arrivons à remonter la pente, nous allons lancer les infrastructures de désenclavement. Les projections du ministère des Mines et des Carrières est de pouvoir mettre chaque année à la disposition du développement local 30 milliards de francs CFA financés par les mines. Jusqu'à présent, 2 sociétés minières, à savoir Bissagold et Taparco, refusent de contribuer à ce fonds, évoquant la clause de stabilité fiscale. Le ministère en charge des Finances leur a adressé des mises en demeure pour qu'elles payent. Maintenant, si elles ne payent pas, ça sera la saisie des comptes. Les retombées de l'or et autres ressources naturelles contribuent également à financer la recherche au Burkina Faso. Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la Terre, opérationnalisé en 2018, a déjà permis de capitaliser plus de 19 milliards de francs CFA au profit du BUMIGEB, du ministère des Mines et des Carrières, des universités publiques et du FONER. Grâce à ce fonds, le FONER a pu attribuer en 2018 plus de 8158 bourses aux étudiants. Et le BUMIGEB a pu acquérir du matériel pour poursuivre la recherche, parce que tout le monde sait que sans recherche, pas d'exploitation minière. Là également, les projections sont bonnes, parce qu'on pourra récolter près de 13 milliards par an au titre de ce fonds. Pour la sauvegarde de l'environnement, 2 fonds ont été institués par le Code minier de 2015. Il s'agit du fonds de réhabilitation et de fermeture des sites miniers, cotisés annuellement par les sociétés minières. Au 31 décembre 2019, ce fonds logé à la BCAO, mais en cours de transfert à la Caisse de dépôt et de consignation, était crédité à 42 milliards de francs CFA. Quant au fonds de réhabilitation des sites miniers artisanaux et de lutte contre les produits chimiques prohibés, il reste faiblement alimenté. Ce fonds est alimenté par 25% des redevances forfaitaires que paient annuellement les exploitants artisanaux. Redevance qui est seulement de 1 million. Et plus la caution que ces exploitants artisanaux doivent payer lors de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale. Et ces cautions vont de 50 000 à 2 millions. Alors que ceux qui sont officiellement déclarés ne valent même pas 30. Et c'est dans ça qu'il faut encore sécuriser les sites miniers, qu'il faut lutter contre les produits chimiques prohibés, qu'il faut lutter contre le travail des enfants dans les sites, c'est insuffisant. Donc, nous lançons un appel pour qu'on puisse voir si on peut avoir d'autres financements. On pourrait évoquer un 5e fonds, celui des dividendes perçus par l'État au titre des actions qu'il détient à hauteur de 10% dans chacune des 17 mines industrielles. Mais quelle est la clé de répartition de l'argent perçu? Il faut dire qu'avec l'unicité de la caisse du Trésor, ça fait que même les ressources, les revenus, les retombées au niveau de l'exploitation minière ne sont pas souvent perçus par les populations. Alors qu'il y a des salaires qui sont payés, il y a des infrastructures qui sont réalisées. Mais j'ai comme l'impression que les gens voulaient qu'on dise que voilà, c'est tant d'argent
qui a été donc procuré par l'exploitation minière en 2019. Et voilà, on a tant de populations. Et si on fait la division, voilà ce que chacun doit avoir. Je pense que ce n'est pas ça. Et c'est pour cela le code minier de 2015 a prévu quand même qu'on puisse penser donc aux générations futures en instituant par exemple le Fonds minier de développement local. 5 ans après l'adoption d'un code minier dit de 3e génération, tous les fonds institués sont opérationnels. Le Fonds minier de développement local est celui qui cristallise les attentions. Sa gestion doit être efficiente, mais déjà, les premiers investissements opérés par certaines communes minières suscitent des critiques. L'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, va au Nouvel Apa, dans la province d'Ebalé, une visite pour voir l'évolution des champs de coton et apporter de l'aide aux producteurs. L'espoir d'une bonne récolte se renforce. Le reportage de Soto Justin David. Pour cette sortie terrain, c'est le champ de l'Ayakwadio, situé dans le département de Ba, qui est visité par la délégation de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB. L'équipe conduite par le président de l'UNPCB, Bambou Bioun, est allée s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne cotonnière et recueillir les préoccupations et les difficultés rencontrées par les cotonculteurs à cette étape de la campagne cotonnière 2020-2021. Vous savez, c'est à nous l'union d'aller vers les cotonculteurs pour voir leurs préoccupations. S'il y en a, c'est à nous de les transmettre à qui des droits. C'est ce que nous faisons déjà avec ce cotonculteur aujourd'hui et nous transmettrons ces préoccupations à qui des droits. Du champ du producteur, voilà, donc nous constatons quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait. Il a sémé depuis le mois de mai. Il a utilisé la fumure organique. Voilà, donc également, il a appliqué tous les engrais. Le champ de l'Ayakwadio présente une très bonne physionomie, même si le traitement en pesticides fait encore défaut selon le président de l'UNPCB. Certains cotonniers sont infectés par une maladie assez répandue qui s'attaque aux plantes, les rendant stériles et inaptes à toute production selon les techniciens. C'est pratiquement au niveau des insecticides qu'il a un peu de difficultés. Voilà, donc à ce niveau, nous pensons que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Voilà, donc on a invité les producteurs à travailler davantage dans l'application des pesticides. Voilà, donc si vous voyez les cotonniers, voilà, on se rend compte que si le traitement ne continue pas, il risque d'avoir beaucoup d'attaques par la suite. Vraiment, on a tardé un peu pour le traitement. Vraiment, le premier traitement a été tardé un peu. Et avec ça, quand nous avions traité après, bon, il y avait eu des difficultés de traitement. Donc, on n'avait pas assez de produits pour accompagner rapidement, pour respecter les heures de semis. C'est la raison pour laquelle je vois que les UNPCB, les présidents provinciaux, ils ont vu ça déjà sur le terrain. Et avant qu'ils nous le voient, nous l'avions déjà déclaré. Et en tout cas, on n'a fait que 4 traitements. Et c'est demain, c'est aujourd'hui même, on devait faire le 5e traitement. Le président de l'UNPCB et son équipe, après avoir prodigué des conseils à l'Ayakwadio, ont promis de régler les difficultés qu'il rencontre dans son champ afin de lui assurer un bon rendement. Pour cette campagne 2020-2021, il est attendu 550 000 tonnes de coton. À cette étape et de façon générale, la campagne se déroule bien et la physionomie des champs donne de l'espoir, a rassuré le président de l'UNPCB. Les administrateurs de sociétés à capitaux publics réunis à Bobo-Dioulasso pour parler de processus de mise en place de la démarche qualité et implication sur l'amélioration des performances des sociétés. Il s'agit en fait d'un séminaire qui entend offrir à ces administrateurs de sociétés à capitaux publics des codes pratiques de bonne gouvernance orientés vers une démarche qualité. Précision, Jacob Zongo, Soto Justin David. Président du conseil d'administration pour certains, directeurs généraux pour d'autres, c'est tout un réseau de responsables de sociétés à capitaux publics qui prennent part à cette session de formation. Répartis en plusieurs groupes, c'est au tour des groupes 3 et 4 de bénéficier de la formation en vue de s'inscrire dans une démarche qualité. C'est les 3e et 4e groupes qui vont actuellement participer. Et cette formation s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité en vue d'implémenter ce processus dans nos entreprises et sociétés à capitaux publics.
6 jours durant, plusieurs modules seront abordés au cours de cette session de formation pour permettre à ces administrateurs de sociétés à capitaux publics d'avoir une maîtrise parfaite des codes de bonne gestion. Au cours de ces séminaires, nous allons parcourir des éléments permettant à l'ensemble des organes de gouvernance, que ce soit le conseil d'administration ou la direction générale, de bien connaître les process et le processus à suivre pour pouvoir faire certifier à terme les structures, mais aussi pouvoir améliorer au quotidien leurs performances grâce à la maîtrise de leurs process, grâce à l'orientation client qui est le point important, c'est-à-dire comment on s'organise pour satisfaire les différentes parties intéressées de la structure. Nous avons adopté en 2015 le code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'État et dans ce code-là, il est demandé à ce que toutes les sociétés d'État, tout comme les sociétés à capitaux publics, partent à la démarche qualité, tout comme autres outils. Donc chaque année, on essaie de mettre en œuvre ce code-là et c'est pour qu'en 2020, en tout cas, on a opté maintenant pour que ce processus-là, en tout cas, soit vraiment implémenté dans toutes les sociétés d'État. Une formation appréciée positivement par les participants. Pour ces patrons de société, cette formation est nécessaire dans un contexte où la performance de leur société se voit entachée par la crise sanitaire. Ce thème est bien choisi, et surtout à un moment où il y a une perturbation due au problème sanitaire qui doit nous amener à revoir notre manière de travailler et pour pouvoir atteindre de bons objectifs. Sur instruction de l'Assemblée générale des sociétés d'État, la Direction générale de la promotion de l'entreprise, à travers ce séminaire de formation, vise à améliorer de façon continuelle la performance des entreprises. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Rendez-vous demain, 19h30, pour le 7 Info. Bonsoir.